Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tueur en série. Netflix vient de sortir une mini-série en 7 épisodes intitulée Tapi, un personnage avec lequel je n'ai rien en commun, en tout cas politiquement, mais ça reste un personnage intéressant, une bête politique comme on dit. Cette mini-série défraye la chronique. Deux camps s'opposent, ceux qui pensent qu'on est beaucoup trop tendre et on passe sous silence un certain nombre de choses, et puis ceux qui sont les supporters de Bernard Tapie, peut-être ceux de l'extrême centre, si j'ose dire, et qui, au contraire, pensent que la mini-série est diffamatoire. Pour en parler, j'ai invité le fils de Bernard Tapie, Laurent Tapie. Bonjour Laurent Tapie. Bonjour. Voilà, cette mini-série, donc 7 épisodes. 7 épisodes qui est censé retracer une partie seulement de la vie de Bernard Tapie. Je l'ai dit, les gens s'affrontent beaucoup, ceux qui sont partisans et ceux qui ne sont pas partisans. Il y a, à mon avis, trois éléments essentiels. Il y a d'une part le rapport avec Séguéla, Jacques Séguéla et Séguéla fils, et qui a réalisé le film. Et puis, on doit également... il a fait appel à un scénariste, qui est le scénariste de Baron Noir, donc une série qui était sur Canal+, qui est aussi dans la politique. On dit que Séguéla est venu voir Bernard Tapie. Alors déjà, il faut parler de Tristan Séguéla. Oui, bien sûr. Pour reprendre votre introduction, en fait, je ne vois pas où il y aurait un sujet sur Jacques Séguéla. Il n'est pas concerné. Le fait est qu'il était le meilleur ami de mon père, mais il n'est en rien responsable de la décision de son fils de faire une série sur mon père. Donc Tristan a, dans un premier temps, en quelque sorte, demandé un blanc-seing à mon père pour faire une série sur lui, ce que mon père lui a refusé d'emblée, en lui disant « j'ai pas envie qu'il y ait une série sur moi ». Et il a décidé de le faire quand même. Et moi, je lui en veux pas de ça, parce que c'est une démarche un peu d'entrepreneur. Il est réalisateur, c'est son métier, il a envie de s'emparer d'un sujet, il a le droit de le faire, il le fait. Donc, je trouve pas ça critiquable en soi. Bon, après, on va rentrer, j'imagine, dans le détail de la série et dans le comportement qu'il a eu avec nous par la suite, où là, il y a d'autres choses à redire. Mais sur la démarche initiale, je vois pas de critique à faire là-dessus. Sur la démarche initiale. Moi, je disais Jacques Séguéla, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est un ami intime de votre père, on aurait pu penser que Tristan Séguéla aurait, comment dirais-je, il n'aurait pas fait cette série, quoi, tout simplement. Oui, quoi. Enfin, Tristan Séguéla, il a 40 ans, il ne va pas demander l'autorisation de son père pour faire une série. Et c'est son métier d'être réalisateur. Donc, il y a plein de sujets à faire, quand même. Bien sûr, mais je vous dis, il était, comme beaucoup de gens, fasciné par la personnalité de mon père. Il l'a approché, je ne dirais pas qu'il l'a connu, parce qu'ils ont eu très très peu d'interactions. Je parle de Tristan, bien sûr. Mais voilà, il a eu envie de le faire, je n'ai pas de problème là-dessus, je vous dis. Et je crois savoir que Laurent Lafitte aussi avait envie de le faire depuis longtemps. C'est un projet qu'ils avaient en commun depuis des années. C'est ça, 11 ans. Voilà. 11 ans. 11 ans de travail pour ça, c'est beaucoup, je trouve. Oui, je trouve aussi. À mon avis, bon. Il y a, à mon avis, deux choses. Premièrement, Tristan Séguéla dit que vous n'avez pas aimé la série et que vous la contestez parce que vous avez vous-même un projet de film. C'est pas ça, non. C'est pas lié à ça. J'ai pas aimé la série parce que d'abord, je n'aime pas le parti pris qui est très original. J'en connais pas d'autres comme ça, qui est de faire ni un biopic ni une fiction. Oui. Parce que ça s'appelle Tapie, ça prend le nom de Tapie, ça prend des personnages réels, certains réels, certains fictifs. Il n'y a pas de fille qui s'appelle Stéphanie. Oui, bien sûr. Il y avait 2 filles, Nathalie et Sophie, ça a fusionné en Stéphanie. Bon, donc j'aime pas ce mélange de la fiction et de la réalité, en particulier pour le spectateur qui lui ne connaît peut-être pas toute la vie de mon père et qui va regarder la série en pensant qu'il voit réellement sa vie, puisque c'est chaque fois des épisodes réels. Il a été ministre, il a repris l'OM, et il a été propriétaire d'Adidas, il a repris Digue et Denis, il a repris Vonder, mais qui sont racontés d'une façon, à chaque fois, qui est inexacte. Et qui est même totalement inventée dans de nombreux cas, jusqu'au personnage de ma mère, qui n'a aucun rapport avec le personnage réel de ma mère. D'accord, voilà. Ok, oui. Donc ça, c'est ça que je regrette. Je pense qu'il y avait suffisamment de choses à faire avec la vie réelle de mon père pour ne pas faire de fiction. D'accord, je comprends. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a les hommes et l'homme, enfin la bête politique, comme on dit, et puis les faits. On verra les faits après. Concernant l'homme politique,
Il est incarné par quelqu'un qui lui ressemble, dit-on. J'ai pas trouvé. On lui reproche son absence de charisme, souvent, hein, dans les commentaires. Ouais. C'est votre point de vue aussi ? Oui, il y a une ressemblance physique de Laurent Lafitte, mais qui n'est pas si énorme que ça. Et effectivement, il a pas la voix de mon père, il n'a pas la gestuelle de mon père, il n'a pas le charisme de mon père, mais ça, on ne peut pas lui reprocher. Je veux dire que trouver un acteur qui a le charisme de mon père, ça me semble compliqué. Parce qu'il a dit, je n'ai pas fait un travail à l'anglo-saxonne où on mime la personne, on prend sa voix, ses postures, etc. D'accord, mais dans ce cas-là, qu'il ne fasse pas un biopic. Voilà, donc oui, d'accord, c'est vrai. Voilà, qu'il ne l'appelle pas Tapi, qu'il ne fasse pas un biopic s'il ne veut pas lui ressembler. Voilà. Alors on montre quelqu'un qui est issu de la classe ouvrière, qui n'en a pas honte, qui a épousé en seconde noces une femme, votre mère d'ailleurs, qui est plutôt d'origine plus élevée, et il reste néanmoins attaché au peuple, il est né à sa banlieue, où il est né, etc. Bon. On le montre comme étant une grande gueule, un tchatcheur, un provocateur, parfois même vulgaire. Alors, votre point de vue ? Là-dessus, c'est assez vrai. Tout ce qu'on vient de dire est assez vrai. Ce que je regrette, c'est qu'on ne le montre pas intelligent. Parce que s'il a réussi autant dans la vie et s'il a à ce point impressionné les gens, c'est pas seulement par le charisme physique, vocal ou autre, c'est par la force de son intelligence. Et dans la série, moi j'ai regardé 7 épisodes en me demandant à quel moment j'avais un père intelligent. Quoi. Le seul moment de toute la série où il est intelligent, c'est quand il explique comment il va reprendre Dick et Denis avec du verger. Voilà, c'est ce passage de 1 minute où on dit « Ah ouais, ça c'est malin ». Le reste du temps, on voit un vendeur de télé et qui est un vendeur de télé tout le long, quoi. Oui. Voilà, on se demande comment il est arrivé à être successivement patron d'Adidas, ministre, etc., en étant un vendeur de télé, grande gueule, mais sans intelligence. Voilà. Son intelligence n'est pas traduite dans la série. Alors, on glisse une petite vacherie pas très woke. On montre Tapi qui déteste Polnareff et qui dit de lui, et la phrase est quand même mise vraiment en exergue, il chante comme un PD. Ah donc ça, je n'ai même pas noté qu'il y avait ça. Si, il y a cette phrase. Okay. Et donc, alors, la série se rattrape sur le wokisme par ailleurs, hein, puisque vous avez remarqué que, évidemment, les 3 personnes les plus intelligentes de toute la série sont naturellement 3 femmes. Oui. La femme qui gère ses affaires, ma mère et la petite jeune fille de banlieue qui lui explique comment il va combattre Le Pen, parce que tout seul, il serait incapable de comprendre. Voilà. Donc le wokisme a quand même sa part. D'accord. Mais il détestait Polnareff ? Pas du tout. Je n'ai jamais entendu de toute sa vie dire un mot sur Polnareff. C'est très curieux parce que c'est quand même ça revient régulièrement. Hein. Oui, parce qu'il a fait un clin d'œil sur le fait qu'il a vraiment gagné un concours de chant dont le finaliste était vraiment Polnareff. Et donc ils ont voulu faire, je pense, cette espèce de gimmick où tout le long où il voit Polnareff qui poursuit sa carrière avec succès et lui n'a pas eu de succès dans la chanson et ça l'énerve. Ouais. C'est totalement faux. Il n'a jamais fait la moindre référence à Polnareff. Moi, j'ai même découvert que Polnareff était en finale de ce Crochet TV par la série, je ne le savais même pas avant. Oui. Alors, l'expression « il chante comme un PD », etc., je mets des guillemets, hein, moi, je l'ai vraiment interprété comme un coup bas que faisait Tristan Seguela à votre père. Donc, je l'ai un peu vu comme ça, quoi. Ouais. On insiste beaucoup sur le débat Tapi-Le Pen. Moi, j'ai travaillé étroitement avec Jean-Marie Le Pen pendant longtemps. Hein. Il y a quand même, à mon avis, des similitudes entre les 2 personnages. Je suis d'accord. D'abord, le côté grande gueule, bien sûr. Aussi, le côté bête politique au sens... Bête médiatique, même. Oui, c'est ça. Bête médiatique. Exactement. Enfin. Les 2 cassaient toutes les audiences partout où ils passaient. Et puis, ils ont eu un autre point commun. Dont mon père a fait les frais, puisque quand il se présente au débat, mon père représente l'establishment face à Le Pen. Oui, c'est ça. Et derrière, c'est mon père qui est devenu diabolisé. Oui. C'est-à-dire qu'on a mon père qui représente le camp des gens qui pensent comme il faut face à l'époque à celui qu'on présente comme le diable à l'époque. Oui. Et pas beaucoup de temps après, 5-6 ans après, le diable c'était mon père. Oui. Donc il a connu cette diabolisation-là aussi. Oui. Et d'une certaine manière... je pense qu'il a un peu compris ce qu'avait vécu Le Pen, d'être diabolisé de cette manière-là aussi. Oui. Vous pensez qu'il a été victime d'un règlement de compte par la suite dans sa vie ? Totalement. C'est pas ce que je pense, c'est un fait. Enfin, je pourrais faire une émission complète pour vous le démontrer. Il y a clairement eu un règlement de compte. Et vous savez, quand les 2 camps politiques ne veulent plus de vous, vous n'avez aucune chance. S'il y a un des 2 camps qui ne veut pas de vous, mais l'autre qui vous soutient, vous avez des chances. Mais quand les 2 camps ne veulent plus de vous, vous n'avez aucune chance. Oui. Voilà. Très bien. Surtout dans un pays où la justice est politisée comme la nôtre. D'accord, ok. Est-ce que
Tapie haïssait, enfin, votre père haïssait Jean-Marie Le Pen, ou est-ce que c'était... Il l'aimait pas. Il l'aimait sincèrement pas parce qu'il estimait qu'il avait une attitude vis-à-vis des immigrés qui était trop dure et pas justifiée. C'était politique, c'était pas une confrontation de coqs qui sont sur un même créneau, il y avait ça aussi, sur bien une sûr. même manière de... Il y avait ça aussi, on a dit d'eux qu'ils étaient les deux pans de la même médaille de populisme, le populisme de gauche contre le populisme de droite. Bon, là c'est pareil, dès que quelqu'un est populaire, il est traité de populiste. Il faut faire la différence entre les deux. Je pense que les deux parlaient de façon assez directe, assez vraie, et que les gens les aimaient bien pour ça, pour ceux qui les aimaient bien. Beaucoup de gens les détestaient, l'un comme l'autre d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'était pas anormal et pas tout à fait étonnant non plus de voir qu'il y avait des électeurs qui passaient de l'un à l'autre. L'élection où Le Pen descend la première fois, puisqu'il n'a fait qu'une ascension depuis 1981 jusqu'à 1994, la première chute, c'est 94 aux européennes, où il fait 10,2, et la liste de mon père fait 12. Et dans les analyses, une grande partie des électeurs de mon père venaient, pas une grande partie, mais certains en tout cas, du Front National. Parce que dans la similitude des personnages, le côté justement, on va pas faire comme l'establishment, comme les énarques, etc., les électeurs pouvaient éventuellement se retrouver. D'accord. Voilà. Alors, je me suis demandé, c'était un peu le cas pour Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était également le cas un peu pour Bernard Tapie, que j'ai vu une fois, dans une circonstance un peu amusante. J'ai l'impression qu'il y a l'engagement politique, qui est une chose, et puis il y a le métier. Le métier qui est proche de l'être qui est devant la lumière, de la manière dont il capte la lumière et l'attention, la manière dont il va capter les caméras. Et est-ce que c'était quelqu'un qui était capable de reconnaître le métier, le talent des autres proposants? Oui. Et c'est d'ailleurs il a fait du théâtre aussi. C'est d'ailleurs même mon père était focalisé sur le résultat. Voilà. C'est le résultat qui comptait, donc je crois qu'on en a parlé en antenne tous les deux à un moment. Je peux en parler peut-être? Bien sûr, vous pouvez en parler, parce que ça représente bien mon père. Moi, j'étais donc à un débat entre Horry et puis Jean-Claude Martinez. À cette époque, Bernard Tapie était en piste déjà à la tête du MRG, des radicaux de gauche, donc, ce que j'appelle moi l'extrême centre. Donc, voilà. C'est pas une mauvaise définition, l'extrême centre. L'extrême centre, oui. Mais il se trouvait que selon le CSA, je sais pas quoi, il fallait que ça soit les présidents de parti. Or, le président de parti, c'était Horry, et ils ont opposé les présidents de groupe, peut-être, je sais pas. Oui, parce que le président de parti, c'était encore Le Pen, c'était pas Martinez. Oui, c'est ça. Les présidents de groupe, et donc ça opposait Jean-Claude Martinez, qui était mon directeur de thèse. Moi, je faisais une thèse de droit, et donc Horry est très mauvais. Il est vraiment très très mauvais, et Martinez est capable d'avoir beaucoup d'humour, Jean-Claude Martinez, et il le retourne comme une crêpe, etc. Après, le débat, il y a toujours une petite réception où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire que les gens qui sont opposés prennent le champagne en même temps. Et puis, j'ai vu votre père arriver et prendre par le col Horry, gentiment. Vous exagérez. Il a pas dû prendre par le col gentiment, quand même. et le sermonner publiquement devant tout le monde en lui disant qu'il avait été extrêmement mauvais. Il a même utilisé un nom d'oiseau. Et puis, il se dirigeait vers Jean-Claude Martinez et il lui dit « Bravo, c'était du grand art. » Bah oui, mais parce que c'était la joute politique, et donc il savait reconnaître le talent, même s'il n'était pas dans son camp. Oui. Il a toujours privilégié ça, le talent. Oui. Alors toujours... Vous savez, ça me fait penser à une petite anecdote. Quand il recrute Basile Boli à l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si vous suivez le football, mais je peux vous dire que ça a été un choc total, parce que Boli, l'année avant son recrutement, il y avait eu un match de Coupe de France où il avait blessé Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, c'était l'icône à l'Olympique de Marseille. Jamais dans toute sa carrière à Marseille, Papin n'est sorti sur blessure. Jamais. Il était indestructible, Papin. Sauf ce match-là, où Boli lui met une semelle, et Boli jouait très très dur. Et quand mon père a annoncé qu'il prenait Boli pour être le stopper de l'OM, on a eu des lettres d'insultes, des gens qui ont rendu leur carte d'abonné en disant on viendra plus jamais au Stade de Rome si ce Boli joue pour nous, etc. Ils s'en fichaient, mon père. Il a dit Boli, c'est le meilleur stopper de France, je vais le prendre, que ça plaise ou pas. On a vu la suite. C'est lui qui nous donne le titre de champion d'Europe. Oui. Voilà. Donc il savait avant tout reconnaître le talent. Il y a un passage important qui est vraiment très très important, c'est le dernier épisode. C'est à mon avis, moi ça m'a vraiment beaucoup plu cette partie-là. Pas moi. Oui, je comprends, mais on va y venir. C'est donc le 7e épisode.
c'est la rencontre entre Montgolfier, qui est donc celui qui s'oppose à... Enfin, le procureur. Le procureur, pardon, oui. Et puis Bernard Tapie. Alors, je trouve que c'est très bien d'un point de vue cinématographique. Je suis d'accord avec vous. Cinématographiquement, c'est bien tourné, c'est très bien joué, c'est une scène très forte. Très forte, voilà. Très forte. Vraiment, c'est très prenant, on a envie d'y croire, si j'ose dire. C'est la limite de l'exercice. Mais on a envie, voilà. La raison pour laquelle elle ne me plaît pas, c'est qu'elle n'existe pas dans la réalité, cette scène. Alors, on monte Tapie voulant, premièrement, acheter et menacer Montgolfier. Alors je ne vais pas vous dire que oui, c'est pas acheté. Il n'est pas arrivé avec une valise de billets dans le bureau de Montgolfier. D'après ce que dit Montgolfier, parce que mon père n'avait pas cette version-là, Montgolfier avait dit qu'il avait à la fois montré que c'était un homme puissant en expliquant qu'il venait de l'Élysée, puis ensuite alterné avec de la flatterie, un homme comme vous mériterait une grande carrière. Bon, c'est Montgolfier qui raconte tout ça. Moi, j'étais pas présent pour savoir si c'était vrai ou pas. Ça me paraît pas impossible que mon père lui ait fait des choses de ce genre, mais plus finement que dans la série. Et d'ailleurs, c'est ce que Montgolfier vient de déclarer. Parce qu'on a interrogé Montgolfier sur ce passage. Il a dit, premièrement, que lui-même était moins méchant. Et deuxièmement, il a dit que Bernard Tapie était plus subtil. Voilà. Et je trouve qu'il a parfaitement choisi les mots. Il a tout dit. Parce dans toute la série, il n'y a jamais de subtilité du personnage. Alors, ce qui est très surprenant, c'est dans cette espèce d'entretien où Tapie vient spontanément au bureau de Montgolfier. De nuit, quand il n'y a personne. Voilà, de nuit, quand il n'y a personne. Ce qui n'a jamais existé. Bien sûr, oui. Vous le dites. Ah bah non, oui. Non, mais je veux dire, Montgolfier aussi, il le dit. Oui, ça bien n'a sûr, jamais existé. Je ne dis pas le contraire. Montgolfier, donc, se moque de Tapie, en fait. Parce qu'au départ... il joue les idiots. Il joue les idiots, celui qui ne connaît pas le dossier, le pauvre con qui n'a même pas vu le truc. Ah oui, j'ai ça à faire, ah oui, ah bon. Et donc Tapie qui se laisse un peu aller à des confidences, à des choses comme ça. Et puis petit à petit, Montgolfier avance ses pions et montre qu'il a une parfaite maîtrise du dossier. Donc ça donne l'impression que Montgolfier est très intelligent, ce qu'il était, incontestablement, mais d'un Tapie qui se fait quand même rouler dans la farine peu facilement. C'est un homme qui avait du métier, quoi. Donc ça me paraît un peu curieux. C'est une scène qui n'a jamais existé. Et alors, Montgolfier lui fait la morale. Et il dit 3 phrases, je les lis. Vous auriez pu être une météore et vous avez été une nébuleuse. Vous étiez né pour faire des miracles, mais vous avez choisi la corruption et la bassesse. Vous avez été révélé par l'image et vous périrez par l'image. Vous avez vécu par l'image et vous périrez par l'image. C'est ça. Alors la première phrase, dans la réalité, Montgolfier a dit « Vous auriez pu être une constellation et vous avez été un météore ». Ils ont changé, vous avez été un météore, vous avez été une nébuleuse. Bon. La deuxième phrase qui était, vous avez dit... La deuxième phrase, c'est « Vous étiez né pour faire des miracles, mais vous avez choisi la corruption et la bassesse ». Bon, ça, il ne l'a jamais prononcé, c'est dans la série. Et la troisième phrase, il l'a vraiment prononcée, et celle-là, il l'a prononcée publiquement, il l'a prononcée au procès, il a dit « il n'a pas dit « vous », il a dit « celui qui a vécu par l'image périra par l'image ». D'accord. Ce qui, d'ailleurs, qui pour moi n'a rien à faire dans un palais de justice. Oui. Je suis très content même qu'il ait prononcé cette phrase, parce qu'elle est pour moi le symbole de cette affaire. Je ne nie pas qu'il y a une affaire. Et je ne nie pas qu'elle est répréhensible. Mais c'est devenu une affaire d'image. Ce qui est choquant aussi dans MVA, c'est qu'il y a eu plus d'heures de télévision sur MVA que sur la guerre du Golfe. C'est qu'il y a eu plus de prises d'empreintes sur MVA que sur l'affaire Grégory. Ça me choque aussi. Oui. Voilà. OK. Alors, il est présenté comme un type sympathique qui connaît des hauts et des bas. Ouais. Un aventurier. Oui, un aventurier. Et ça correspond assez bien. Et quand il a des bas, il n'hésite pas à reprendre des métiers manuels, même s'il a eu une Ferrari avant. Ça, c'est faux. C'est jamais. Bon, OK. Il n'a jamais été manuel, il n'aurait jamais été capable de réparer une chaudière, il était nul à ça. Voilà, bon, lui, il se considère comme un prolo, c'est lui qui le dit. Voilà, il n'en souffre pas, c'est conforme, vous l'avez dit, oui. On arrive aux faits. Alors là, il y a une phrase de Wikipédia que je trouve absolument magnifique. Wikipédia dit il s'agit d'une fiction biographique librement inspirée de faits réels. Alors là, j'ai quelque chose qui, quand même, m'interroge beaucoup, comment quelque chose peut être biographique et librement inspiré de faits réels. On est bien d'accord. Et comment une biographie peut être une fiction. C'est Wikipédia. C'est à l'échelle de ce qu'est Wikipédia, voilà. Mais c'est aussi... Alors, vous allez me dire si c'est quand même assis à l'échelle de la série.
Ils ont travaillé, je le disais, 11 ans sur la série. Et je ne crois pas qu'ils aient travaillé 11 ans. Je crois qu'ils avaient envie de le faire depuis 11 ans. Ben, ils disent quand même qu'ils ont travaillé pendant 11 ans. Hein. Bon. Ben, dans une interview dans l'équipe. Hein. Alors, je suis d'autant plus déçu du résultat. Voilà. Il a fait une interview dans l'équipe et il dit « Nous avons travaillé 11 ans à ce sujet. Hein. » Et le scénariste dit que globalement, il n'a rien inventé. Bon. Ah non, c'est pas vrai. Globalement, il a tout inventé. Il a juste pris quelques faits réels pour broder ensuite une histoire fictive. Oui. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a des omissions, mais on ne peut pas tout traiter parce qu'effectivement, dans une mini-série, c'est vrai qu'il aurait fallu. Il y a quand même beaucoup d'affaires où. Non, mais on peut discuter du choix. Par exemple, faire un épisode entier sur la constitution de l'émission Ambition. Oui. En inventant qu'au parallèle de l'émission, il y avait une grève des gens de Wonder qui étaient venus pour essayer d'interrompre l'émission, qui ne s'est jamais produit. C'est encore une invention totale. Je trouve que c'est le moins bien réussi des épisodes, d'ailleurs, celui-là. C'est le 4e épisode de mémoire, et il est vraiment, vraiment pas bon. Non, il est pas bon. Il est lent, le scénario n'a ni queue ni tête. Bon, bref. C'est dommage, parce que quand on n'a que cet épisode, il faut vraiment mettre du condensé. Il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus fortes. Je veux dire qu'il aurait pu faire un épisode sur l'épisode Bokassa, par exemple, qui est un truc incroyable. Un mec qui a à l'époque, mon père a 30 ans, 33, 34 ans, et il va dans un palais présidentiel avec des gardes en armes, arnaquer un chef d'État qui est un dictateur et qui a 7 châteaux français. Oui. Et parce qu'il ne supporte pas l'idée que ce type-là ait 7 châteaux français, et il vient lui prendre ces châteaux pour organiser la vente au profit de l'UNICEF par Sosby. Ça, c'est un truc incroyable. Oui. Et c'est dommage, c'est pas fait l'objet d'un Vrai. épisode. Je l'avais noté. C'est que pour la petite histoire, dans la foulée, Bokassa avait envoyé un tueur. Oui. Pour supprimer mon père, quand il a compris qu'il s'était fait berner. C'est Oumfouet Boigny, président de Côte d'Ivoire, qui avait permis l'introduction entre les deux, qui a fait en sorte que ça ne se produise pas, qui a convaincu Bokassa de rappeler son tueur. Mais on parle d'un truc qui aurait pu finir avec un meurtre, quoi. Oui. Ça, c'était fort comme histoire. Il y avait de quoi faire. On pouvait faire un film entier là-dessus. Oui, c'est vrai. Bon, ça n'existe pas. Et puis il y en a plein d'autres. Le rachat d'Adidas, il c'est y a un gros exceptionnel. focus sur l'affaire OM Valenciennes parce que je pense qu'il faut attirer les fans de foot. Oh, pas seulement, je pense aussi à autre chose. Là, on ne peut pas nier que l'affaire OMVA, c'est le début de la descente. C'est-à-dire que mon père n'a connu qu'une montée, et puis il y a eu un sommet, qui est la victoire en Ligue des Champions, en même temps qu'il était ministre, et puis il y a eu la chute, et le point de départ de la chute, c'est OMVA. Il est tout à fait normal qu'il fasse un épisode entier sur OMVA. Ça me semble indispensable. Et puis, pour le coup, je trouve que là, c'est pas con d'avoir fait comme ça, c'est-à-dire le raccourci où on voit l'affaire, la confrontation avec Montgolfier, et derrière, c'est la prison, et ça se finit sur la prison, quoi. Oui. Parce que, voilà, l'ascension de mon père, elle se finit là. Après, le reste de sa vie, il a fait d'autres choses, parce qu'il était tellement talentueux qu'il savait faire plein de choses. Mais il faut bien reconnaître qu'après, ça a été en dessous de ce que ça avait été avant. Il n'a plus jamais été au niveau de ce qu'il était avant. Il n'était plus au niveau dans les affaires, dans la politique, dans le sport. Donc il a fait du théâtre, il a fait d'autres trucs. Il s'est trouvé d'autres occupations, mais il n'était plus le tapis puissant qu'il avait été avant. C'est vrai. Alors, il y a quelque chose qui enfin, il paraît que je sais pas, c'est un bruit qui court. Il aurait été, en fait, au départ, proche du RPR. Il aurait même eu le soutien de Pasqua. Pas du tout. Et en fait, c'est Séguéla qui l'aurait présenté. Ça, c'est vrai, on le sait. Séguéla était son ami. Non, ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En fait, il a eu envie de rentrer en politique, je pense, parce que j'en ai jamais parlé concrètement avec lui, mais je pense que le déclencheur, c'est 1985, il fait une émission qui s'appelle Le Jeu de la vérité avec Patrick Sabatier. Oui. C'est là où il chante le blues du businessman, des images qu'on a vues 100 fois. Oui. Et là, il est vraiment au top. Et à la fin de l'émission, Sabatier égrène des sondages, parmi lesquels des sondages politiques, en disant « Vous êtes la personnalité préférée des Français pour être président ou ministre en étant non-homme politique ». Oui. Et mon père répond « Ah bah ça c'est bien, si un jour les Français en ont marre des politiques, j'aurai mes chances. » Et la salle qui applaudit. Je pense que là, le verre est entré dans le fruit. Oui. Et qui s'est dit, bon, la prochaine étape, c'est la politique. Évidemment, comme il ne sait pas faire les choses à moitié, s'il va en politique, c'est pour finir président. Donc ça, il n'a jamais accepté de le dire, mais c'est une réalité. Il est entré en politique avec un objectif dès le départ, je veux finir président. Bon. Et à l'époque, il rentre en politique en 88. Il y entre avant les élections présidentielles de 88. Il rencontre Mitterrand dès 86-87. Il pense que la gauche a le vent en poupe. Il ne se trompe pas au début, puisque c'est Mitterrand qui est élu face à Chirac. Oui. Donc,
il se met avec le camp de Mitterrand. Il n'était pas socialiste, même dans sa pensée, il n'était pas socialiste, mais il aimait bien François Mitterrand. Il aimait bien l'homme, et puis il était fasciné par son intelligence, et il avait une forme aussi de charisme très particulière, très unique, Mitterrand. Oui, un homme de lettres. Oui, et puis pas seulement. Il avait une présence, une autorité naturelle qu'on ne retrouve plus chez les hommes politiques. Oui, qui avait une conscience historique aussi. Voilà, exactement. Et donc, il avait bien plus envie de s'engager avec Mitterrand qu'avec Chirac, qui, selon lui, ne dégageait pas grand-chose. Oui. Voilà. Donc, c'est faux de dire qu'il avait commencé avec le RPR ou quoi. Il a tout de suite voulu rencontrer Mitterrand. Il a demandé à Jacques Séguéla de lui monter cette réunion avec Mitterrand. Jacques Séguéla l'a fait. Et ensuite, voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, elle n'a pas été positive. Il y a une omission qui m'a un peu étonné, c'est, comment dirais-je, on le passe sous silence les accords qu'il aurait passés avec le Front National. Mais il n'y a jamais eu d'accord avec le Front National. Et il serait allé voir Jean-Marie Le Pen pour de... Oui. Ça, je vous le confirme. Voilà. Et l'accord avec Perdomo aussi. Mais également. Il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire qu'il a demandé à Le Pen qu'il enlève le candidat, ou plutôt qu'il mette qu'il maintienne Damien Barrière, de manière à faire battre celui de... Oui. Mais il n'y a pas eu d'accord. Il s'est retrouvé en finale face à Tessier. Il n'y avait pas de troisième larron dans l'élection. C'était une finale à 2 qu'il a gagné dans un premier temps. Puis il y a eu les fraudes à l'élection. Il a porté plainte au Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé l'élection. Elle a été refaite et il a gagné. Et ce qui est amusant, c'est que la première élection qu'il perd, les voix se sont perdues côté socialiste. C'est-à-dire que c'est son camp qui ne voulait pas qu'il gagne. Étonnant, oui. Mais ils le disent aujourd'hui. Michel Peset, il est interviewé, c'était le patron du PS à l'époque à Marseille. Il dit oui, on ne voulait pas. Mais la rencontre Le Pen-Tapie est une rencontre qui est passée un peu sous silence. Et moi, ça m'a étonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le scénariste, c'est celui qui a fait Baron Noir. Baron Noir, c'est aussi une histoire de panier de crabe en politique, avec des coups bas, des choses comme ça, des accords sous la table. On sait très bien que ces accords existent partout. Mais tout le temps. Tout le temps. Et donc, on ne va pas dire que c'est criminel. Ça existe. C'est comme ça, ça existe. On va faire un Vous avez entendu la petite vidéo qui circule sur Internet de Ruffin et Macron qui se mettent d'accord sur une réunion ? Non. Il faut que vous écoutiez, ça, c'est exceptionnel. Ils sont enregistrés et donc Ruffin dit donc je sors pas content. Ouais, donc dans un premier temps ça, puis après on dira que, etc. Ils ont arrangé tout un scénario, sauf qu'ils étaient enregistrés. Et on entend tout. On entend tout. C'est après on voit Ruffin. Sur YouTube on trouve ça. On trouve ça. C'est la politique. D'accord, c'est la politique. On va jouer au jeu du vrai, du faux. Alors donc les enfants du premier mariage, Nathalie et Stéphanie deviennent Stéphanie. Nathalie et Stéphane deviennent Stéphanie. Je ne comprends pas. Moi non plus. Quel est l'intérêt du truc ? Moi non plus. Surtout que sa femme s'appelle bien Dominique, sa première femme s'appelle bien Michel. Donc pourquoi sur les enfants avoir fait autre chose ? C'est encore un des mystères. Votre mère est très impliquée dans les affaires ? Alors qu'elle est absolument pas. Elle n'a jamais rien compris aux affaires. Elle a jamais cherché à le comprendre. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. L'histoire de Cœur Assistance. L'histoire de Cœur Assistance est réelle, sauf le fait d'avoir mis peut-être expliquer ce qu'est Cœur Assistance. C'est Bernard Tapie avait eu le désir de monter une sorte de SOS pour les gens qui avaient des problèmes cardiaques. Ces gens-là payaient un abonnement et ils avaient des secours rapides et spécialisés. Voilà. C'était ça son idée. Je crois que c'est parce que lui-même avait vécu... Lui-même a été traumatisé par la perte de sa grand-mère, qui était la personne qu'il aimait peut-être le plus au monde avec sa mère, liée au fait qu'elle a été mal diagnostiquée par un médecin qui n'a pas pris la peine de se déplacer pour l'ausculter. Et ça, il l'a très mal vécu. Et quelque chose que personne ne sait, c'est qu'à la suite de ça, il a appris la médecine. Oui. Et il était tellement surdoué et hallucinant qu'il connaissait vraiment la médecine. C'est-à-dire que nous, dans la famille, n'importe qui avait n'importe quoi. On l'appelait, il nous posait 4 questions, il nous disait ce qu'on avait. Après, on appelait un médecin, on se rendait chez un médecin. On voyait que le médecin posait les mêmes questions et aboutissait au même résultat. Et les quelques rares fois où il n'a pas dit la même chose que le médecin, il s'est révélé que c'était lui qui avait raison. Rétrospectivement, vous ne pensez pas qu'il a été un peu léger en créant cette entreprise ? Non, je ne pense pas qu'il avait été léger. Bon, je pense qu'il est réel que... il y a eu un mort quand même, il a été condamné. Mais non, mais il y a eu un mort. Vous avez comme clientèle des gens qui sont tous cardiaques. Oui, je suis d'accord. C'est comme si vous me disiez, vous avez, il y a eu un mort chez Georges Pompidou, à l'hôpital Georges Pompidou hier. Bah oui, quand vous avez une population qui ne sont que des gens à haut risque, le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul mort, c'est pas un si mauvais résultat, excusez-moi. Oui. Oui, il y a eu un mort, mais il n'a jamais été dit que c'était un mort par négligence, parce qu'alors là, ça aurait été beaucoup plus grave. On lui a reproché le fait que dans ses brochures commerciales, il y ait plus de choses que ce qu'il y avait dans les moyens réels. Publicité mensongère, voilà. Il a été condamné à un an. Il a été condamné avec surtout
une très très forte opposition, et d'ailleurs ça s'était pas mal montré dans la série, de l'ordre des médecins, qui ne voulaient pas voir l'émission d'une société privée. On est dans un pays où dès qu'on fait quelque chose dans le privé, ça suscite immédiatement la levée de boucliers, c'est horrible, etc. Alors que fondamentalement, ça rendait quand même plutôt service aux gens qu'il y ait un service dédié pour les gens cardiaques. Mais bon, c'est comme ça. Dernier point de ce vrai du faux, l'histoire du rachat de Wonder avec Info Émir. Totalement fictif. Le rachat de Wonder s'est fait comme les 42 autres sociétés qu'il a rachetées pour 1 franc, c'est-à-dire sans personne en face. Vous savez, quand on vous donne une société pour 1 franc, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Hein, parce que sinon, on fait monter les enchères s'il y a plusieurs candidats. Bien sûr. Voilà. Donc quand vous la reprenez pour 1 franc, c'est qu'il n'y a personne. C'est qu'il n'y a personne qu'en veut. Donc Wonder, comme les autres, personne n'en voulait. Et il a pu la reprendre pour 1 franc sans inventer un émir ou une histoire rocambolesque que je trouve d'ailleurs assez mauvaise pour le coup. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement choqué de faux Ce qui m'a le plus choqué, c'est le traitement de son passage au ministère de la Ville ou les mesures qu'ils ont... Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait en réalité. La fameuse affaire des goûters, là, je sais pas quoi. C'est grotesque. C'est grotesque. On va faire que les gens vont se parler, on va organiser des goûters, c'est ce que faisait ma grand-mère, avec les autres qui se moquent ensuite en disant « Ah, moi c'était confiture de myrtille et vous c'était Mirabelle ». Non, là c'est du grand guignol. Là c'est du grand guignol. Oui, je suis assez d'accord. Oui, c'est nul. Ce passage est nul. Oui, très très nul. Oui. Voilà. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans la série ? J'aime bien les 2 premiers épisodes. D'abord, j'ai adoré la bande-annonce. Donc moi, j'étais excité au début. Oui. D'abord, quand Séguéla a dit qu'il allait le faire, j'étais pas très content parce que je trouvais que c'était pas respecter ce que demandait mon père, mais il a le droit. C'est son métier, il l'a fait, il demande l'autorisation à personne, je respecte ça. Ça m'emmerdait un peu. Je vois la bande-annonce. Je la trouve super. Je trouve qu'elle avait de la pêche, je trouve que Laurent Lafitte avait l'air déjà d'être bien. Je trouve que la bande-annonce est hyper excitante. Vous le trouvez bien dans le rôle Pas mal. Il joue très bien. Après, il manque des choses, mais il n'est pas mon père, encore une fois. Qui pourrait jouer mon père ? C'est très très compliqué. J'en voyais un seul en France qui serait capable de le jouer. Et d'ailleurs, je l'avais approché puisque j'avais un projet de film, mais il m'avait dit qu'il ne se sentait pas de le faire. C'était Jean Dujardin. Pour moi, c'est le seul qui a le charisme qui peut correspondre à mon père. Ah d'accord. J'adore Jean Dujardin. Oui. Il m'a dit non, il faut que je fasse autre chose. J'ai fait beaucoup de biographies, etc. Il se sentait pas. Et puis de toute façon, le projet de film n'était qu'à ses débuts. C'est le cas encore aujourd'hui, mais je vais travailler dessus. J'étais excité par la bande-annonce. J'ai bien aimé les 2 premiers épisodes, même s'ils sont là aussi émaillés de choses fictives. Dans le tapis qui se cherche, qui touche à tout, c'est pas mal. Et à partir du 3, je décroche. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ça part en vrille. C'est-à-dire qu'on est trop éloigné de la réalité, aussi bien dans le scénario que dans le personnage. Alors c'est exactement ce que dit Béatrice Ranzon, que j'ai reçue donc la fois précédente dans la précédente émission, qui a donc joué une pièce de théâtre avec lui. Oui, exact. Pendant longtemps, je crois. Oui, plusieurs mois. Ouais. Hein. Les Montagnes Russes, ça s'appelait. Oui. Et qui dit, elle n'a pas voulu venir sur le plateau en parler pour 3 raisons. Elle pensait que Lafitte jouait bien, mais qu'il manquait de charisme. Première des choses. Deuxièmement, elle trouve l'idée d'une biographie libre, entre guillemets, n'a pas de sens. Absolument. Et donc, et 3e point, parce qu'elle pense que Séguéla s'est mal comporté. Voilà. Je suis assez d'accord avec elle sur les 3 points, parce que le fait qu'il soit mal comporté, c'est pas dans le fait de faire la série, c'est dans le fait de pas associer ma mère d'une certaine manière, parce qu'il sait dans quelle difficulté elle était. D'accord. Et là, vous me parliez de Jacques Séguéla au tout début de la série, c'est la déception à titre personnel que j'ai. C'est-à-dire que la famille Séguéla était une famille très proche. Quand ma mère s'est retrouvée dans ce tourbillon de perdre son mari, d'avoir des millions de dettes, d'intérêts, d'emprunts qui lui soient réclamés, etc., elle était perdue, elle a perdu sa maison, elle s'est retrouvée sans toit pendant un moment. Et là, on voit tout de suite qui sont ceux qui aident et qui sont ceux qui n'aident pas. Oui. Et dans ceux qui n'aident pas, il y a les Séguéla. Et dans ceux qui aident, il y a Borloo. Voilà, c'est là que vous faites la différence. Très bien. Les téléspectateurs et la presse ont mis 4 et 4.2. Donc c'est une série qui plaît plutôt. Et vous, donc, vous mettez quelle note ? Moi, je mets 2. 2. Oui. 4 pour les 2 premiers épisodes et 1 pour les... exactement, voilà. C'est à peu près ça. Exactement. Bon. Écoutez, en tout cas, c'est une série à voir et je vous engage à la voir. Merci. Merci à vous.